Salut à tous, alors l'an dernier on testait l'Audi e-tron Sportback. Aujourd'hui on va s'intéresser au Q4 e-tron, donc un SUV un petit peu plus petit qui est entre en fait le Q3 et le Q5. En fait c'est exactement le cousin de l'ID4 GTX de Volkswagen qu'on a testé il y a quelques semaines. Il y a le même moteur d'ailleurs, la même batterie, mais il y a quand même quelques spécificités Audi. Alors est-ce que ça vaut le coup? On va le voir, hein. On va parler aussi bien sûr comme d'habitude de connectivité des écrans dans cette nouvelle vidéo. Alors niveau design, moi je la trouve vraiment magnifique ici, surtout dans cette superbe couleur bleu geyser, surtout en finition S-Line, vous voyez, avec les jantes de 21 pouces. Alors on a pas mal d'options ici, évidemment c'est un véhicule de presse. En longueur, ça fait 4,58 m, c'est exactement comme un ID4. La garde au sol est 18 cm, alors c'est entre l'ID4 et l'ID4 GTX, mais elle est rabaissée de 15 mm si vous prenez la finition S-Line. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a un empattement quand même assez court, il y a un bon rayon de braquage, ça accroche aussi beaucoup moins en montagne, donc c'est un véhicule qui se faufile un petit peu partout. Alors moi j'aime beaucoup cet avant massif qui cache donc ici le radar pour la conduite semi-autonome. On a aussi pas mal de caméras là-haut, bon toujours un petit peu moins que chez Tesla. Alors ici on retrouve des feux Matrix LED, ça aussi ça manque beaucoup chez Tesla. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Alors évidemment c'est toujours en option, mais on l'a aussi chez Volkswagen, donc c'est pas une spécificité à Audi. Par contre regardez ici, on peut changer la signature lumineuse. Ça c'est inédit, ça rajoute un petit niveau de personnalisation. Dernier point à l'avant, regardez ici, j'ai un énorme capot. On se dit tiens cool, c'est comme chez Tesla, il doit y avoir un frunk. Et ben regardez, pas du tout, il y a quand même beaucoup de place là-dedans et pour autant on peut pas ranger ses câbles, ça c'est vraiment dommage. Alors regardez ces gros rétros, il n'y a pas les rétroviseurs caméra comme sur l'e-tron, même en option. Et ben moi écoutez, je trouve ça pas plus mal, on n'avait pas beaucoup aimé, surtout que regardez ici, voilà, quand vous appuyez, quand vous fermez la voiture, ils vont se rabattre, donc on voit bien quand elle est fermée. Le seul problème je trouve sur un véhicule haut de gamme comme ça, c'est toujours pas avoir de mode sentinelle, des caméras qui filment la voiture. Si quelqu'un s'en approche, ça on aimerait bien quand même chez Audi. Alors regardez, par rapport à un modèle Y, on a un petit essuie-glace, ça c'est bien pratique. On a aussi, c'est comme sur l'ID4, on peut ouvrir le coffre au pied. Ici on a un bon petit volume, regardez, je vous mettrai les chiffres, on est un petit peu en dessous de l'ID4, mais je trouve que ça reste largement suffisant pour une famille. Et puis regardez ici, on a un petit sous-coffre pour mettre les câbles. Alors c'est quand même beaucoup moins pratique que chez Tesla où on l'a à l'avant, surtout quand la voiture est chargée. Alors la prise, regardez, elle n'est pas motorisée, on est quand même chez Audi, voilà, on est un peu au niveau de Porsche, pas du tout. En plus, regardez, il faut retirer ce petit bitonio. Il n'y a même pas ici de bouton pour déverrouiller la prise. Donc très franchement, moi chez Audi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, le seul bon point, c'est qu'elle est à l'arrière droite. Moi, je trouve ça plus pratique quand vous vous garez au bord d'une route pour recharger. Mais bon, voilà, moi j'oublie des fois même, vous voyez, de la refermer. Alors au niveau des ouvrants, mais quelle déception, regardez, on a toujours une clé Audi classique. Rien avec le Bluetooth, rien avec l'application mobile, pas de détection de smartphone, absolument pas, même pas de RFID. Tout simplement, il va falloir mettre la main comme ça ici, la remettre dessus pour la fermer. Il n'y a pas de détection même de proximité. Enfin, vraiment, on est où là, Audi, à ce prix-là? Moi, je voudrais tout ça, quoi. Alors côté moteur, c'est exactement la même chose que pour l'ID4 avec notre version Quattro ici qui culmine à 300 chevaux. Les 0 à 100 est abattu en 6 secondes 2. La vitesse max 185 km/h pour 460 Nm de couple. La voiture est aussi très lourde, plus de 2 tonnes pour notre version Quattro. Voilà, on est bien en dessous de Tesla et surtout c'est un petit peu dommage que chez Audi on n'ait pas quelques exclusivités côté moteur. Bon les amis, petit 0 à 100, on va se mettre en mode dynamique. Allez, concentré, c'est parti. 1, 2, 3. C'est pas mal. C'est un peu moins bien que les Jaguars et tout qu'on 400 chevaux. Je trouve que les 300 chevaux on les sent pas trop quand même. Non. Mais bon voilà, moi j'aurais espéré qu'elle était un peu plus typée sport, typée dynamique, tu vois, pas tant que ça. Alors c'est une voiture qui est très agréable en ville, déjà par son gabarit, on est proche du Tiguan, donc dans les parkings souterrains, vous n'avez pas trop de soucis. En plus elle braque très bien, elle a un très bon rayon de braquage. Et puis en plus, je dirais qu'elle est pas trop large, contrairement à l'e-tron où j'avais toujours peur vraiment de la rayer, surtout dans les parkings souterrains. Alors au niveau de la conduite, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de roulis là, si on pousse un peu. Et ça on peut le régler avec les suspensions pilotées, dans tout le groupe Volkswagen on a ça. Alors évidemment souvent c'est quand même en option, mais ça permet de pas avoir une suspension trop rigide comme chez Tesla par exemple qui est très typée sport évidemment. Alors un dernier point, c'est la récupération d'énergie. J'ai un mode drive et surtout un mode B. Voilà, et le mode B, regardez ici, si je relâche la pédale, c'est pas de la conduite totalement à un pied, puisqu'il va falloir que je mette le frein pour m'arrêter complètement. Ça c'est dommage, et c'est d'autant plus dommage que ici on a des petites palettes, regardez, au volant, mais elles fonctionnent qu'en mode drive. La récupération est très faible même au niveau maximum. Et puis il faut bien le dire, très honnêtement, moi j'ai trouvé qu'elles servaient quasiment à rien, puisqu'elles sont accessibles finalement qu'en mode D, et puis elles se désactivent surtout très facilement. Il faut les réenclencher absolument tout le temps.
Alors ce petit levier de vitesse, moi je le trouve vraiment pas pratique, voilà, ça manque de consistance, surtout pour une Audi. En plus il est assez bas, et là en plus j'ai pas la caméra de recul, donc vraiment là les manœuvres sur ce modèle, je suis pas très fan, même si bon, faut pas exagérer, on s'en sort quand même. Alors je sais qu'il y en a qui s'inquiètent pas mal de l'électrique sur la neige. Bah écoutez, moi avec toute mon expérience, là j'en teste vraiment chaque hiver, je trouve que c'est au contraire plus agréable puisque vous avez un freinage qui est très doux avec le frein moteur. Évidemment faut pas donner des grosses accélérations bien sûr, mais malgré des voitures qui sont assez lourdes, là on est quand même sur du 2 tonnes 2, hein, c'est plus lourd qu'un Tesla Model Y, et ben la voiture se comporte quand même assez bien, elle est vraiment collée au sol. Ce qui est plus important je dirais que c'est d'avoir des bons pneus évidemment, et puis si vous habitez à la montagne de prendre les versions 4 roues motrices qui sont quand même plus rassurantes, même si les propulsions on en testera hein, mais elles vont quand même assez bien puisque la répartition des masses est un petit peu meilleure que sur une voiture thermique où tout le poids est à l'avant. Voilà, bon vous pourrez pas dire qu'on la teste pas dans des conditions extrêmes, ce Q4 e-tron, mais qui est hyper stable, là franchement ça fait quelques centaines de kilomètres que l'autoroute est absolument horrible, et bah ça bouge pas, franchement même en donnant des petits coups de volant là, ça se rattrape très bien, et vous voyez que le sol est vraiment tout gelé, tout enneigé, et c'est pas fini. Alors petit souci avec l'électrique quand même sous la neige, regardez même chez Audi, il n'y a pas de dégivrage des phares ou du radar devant, et du coup comme il n'y a pas la chaleur du moteur, et ben regardez ici, c'est tout gelé tout simplement, donc on voit plus grand chose. Bon voilà, même sous la neige, les stations Ionity fonctionnent, du moins à peu près parce qu'on est qu'à 80 kW, là c'est pas terrible. Mais bon, ça marche. Bon les amis, vous voyez qu'il y a beaucoup de pentes là, je tente un petit démarrage et ça démarre au quart de tour, ça patine même pas, avec des bons pneus évidemment, mais il y a pas mal de neige, il y a une grosse pente, et là la version 4 roues motrices est vraiment idéale. Alors la conduite semi-autonome, elle est très agréable dans cette voiture, déjà parce que ça lit les panneaux, donc elle va adapter automatiquement le régulateur de vitesse. Ensuite elle se maintient bien au milieu des voies, vous mettez votre clignotant, regardez, elle va accélérer contrairement à la Tesla qui a plutôt tendance à freiner, et surtout là elle va se réenclencher toute seule sur les voies, vous n'avez pas besoin ici de taper sur un petit commodo, donc là en fait le régulateur adaptatif et l'aide au maintien dans les voies reste actif quand vous changez de voie. Il n'y a pas de changement de voie automatique, ça c'est un petit peu dommage, on l'a chez Mercedes, on l'a chez Tesla, mais en tout cas le maintien de voie fonctionne parfaitement. En plus on a cet afficheur tête haute qui est vraiment pratique avec la réalité augmentée, donc ça je vous l'ai déjà montré hein, dans le groupe Volkswagen, c'est exactement la même chose que sur l'ID3. On a le petit suivi des voitures, on a plein d'indications qui sont extrêmement pratiques, qui sont rassurantes, on voit ce que voit la voiture, donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Alors un truc très sympa c'est le volant capacitif, regardez il me met le petit message de reprendre le contrôle, je mets juste mes mains là, en fait il détecte mes mains sans donner des coups de volant, voilà ce qu'il n'y a pas encore Tesla, et là aussi c'est vraiment très cool, ça on l'a aussi hein, sur l'ID4. Alors un atout de ce Q4 quand même, c'est qu'il est extrêmement silencieux là sur autoroute. Voilà, on peut parler normalement, on s'entend tout à fait bien, même si c'est difficile des fois avec les micros, vous entendez quand même beaucoup les bruits autour. Alors là-dessous on a une batterie de 77 kWh net, hein, c'est autant que sur l'ID4, c'est à peu près autant que sur un Tesla Model Y, ce qui offre une autonomie de 520 km WLTP en mode propulsion, mais ici on a une version Quattro, donc on est un petit peu en dessous des 500 km, mais je dirais que c'est tout à fait correct. En fait ce qu'il faut retenir c'est que là on peut faire 300 vrais kilomètres en hiver sur autoroute, je dirais qu'en été on peut rajouter 20-30 km en plus. Par contre c'est vrai qu'en ville, moi j'ai eu des consos assez élevés, entre 20 et des fois même 30 kWh au 100 km, donc je pense que ça va être quand même difficile de faire les 500 km, il faudra plutôt tabler sur 350-400. Alors pour la recharge, pas de jaloux par rapport à Volkswagen ou même au Tesla, puisque en triphasé on sera à 11 kW hein, sur les petites bornes de village, le 0 à 100 à peu près 8 heures, donc il faut compter une bonne nuit. Pour la charge rapide, donc sur le courant continu on est à 125 kW, là c'est quand même pas génial hein, même par rapport à un e-tron, mais par contre la courbe de charge est très bonne, ça fait que vraiment en 30 minutes vous mettez les 80%, donc voilà c'est un petit peu moins puissant au début que chez Tesla, mais la courbe reste assez élevée. Et puis dernier point moi que j'ai beaucoup aimé chez Audi, il vous livre un très bon chargeur, puisque sur les petites prises électriques vous savez vous pouvez tirer jusqu'à 16 ampères, et bien là vous avez un chargeur 16 ampères, et encore mieux vous pouvez changer les embouts comme chez Tesla, mettre des prises suisses, des prises européennes, ça c'est vraiment pas mal. Bon par contre en pratique regardez, je dépasse pas les 1,5 kW, donc c'est un petit peu bizarre parce que la prise là peut monter à 3,7, donc là on est plutôt à 8 ampères, regardez 30 heures pour mettre 70%, c'est quand même un peu gros, donc voilà je vous remets le petit chargeur en description que je vous ai mis la dernière fois, puisque lui il permet vraiment de charger à 16 ampères. Bon c'est parti les amis, il fait très froid, 0 degré, les voitures électriques n'aiment pas ça, donc en général on perd des fois 15 à 20%, hein, c'est absolument énorme. Donc là on va relier l'air Ionity d'Annecy à celle de Montélimar, 250 km, donc elle devrait les faire, on a quand même une grosse batterie. On a 316 km affichés sur l'ordinateur de bord, pour autant il m'a fait un petit peu peur, il m'a dit qu'on risquait d'arriver avec 1%, alors nous on va tenter le coup et on va voir, c'est un bon test si cette voiture peut faire au moins 250 km l'hiver, ce qui me paraît tout à fait jouable, mais voilà on sait jamais, hein, les consos peuvent vraiment grimper.
grimper quand il fait froid. Bon voilà les amis, on arrive chez Ionity, on a fait un peu plus de 250 km, on a encore 16% de batterie, 107 km/h de moyenne, 23,3 kWh au 100, donc c'est plutôt pas mal en termes de consommation vu le gabarit, vu le froid, hein, parce qu'il fait autour de 0 degré, on a mis la clim et tout ce qu'il faut. Donc voilà une voiture qui peut faire 300 vrais kilomètres en hiver. Après voilà, je vous le disais, si on charge qu'à 80%, si évidemment on n'a pas forcément des bornes tous les 300 km, on va charger généralement tous les 200-250 km, mais ça reste tout à fait correct. Après Tesla fait quand même toujours malheureusement un petit peu mieux. Bon évidemment si on choisit une Audi c'est pas pour avoir l'intérieur de l'ID4 et là voilà il n'y a pas photo hein, si on est habitué à la marque. On retrouve largement ces petits avec quand même beaucoup de boutons hein, vous voyez par rapport à une Tesla ça tranche largement. On a aussi donc ces deux écrans, vous voyez l'énorme écran central et bien sûr le virtual cockpit, beaucoup de boutons aussi ici sur l'écran. Vous voyez ici une console qui est assez inédite, voilà on y reviendra un petit peu plus en détail. Bien sûr c'est extrêmement bien fini, vous voyez ici il y a du gainage un petit peu partout, il y a quand même des plastiques durs voilà dans les contreportes mais globalement c'est quand même moussé un petit peu partout. On a aussi voilà ici toute cette planche de bord qui est, alors il y en a qui trouvent ça un petit peu austère, voilà c'est le côté germanique mais moi j'aime beaucoup, je suis quand même assez fan. Encore beaucoup de boutons ici, on y reviendra pour la clim. Bien sûr vous avez beaucoup de choix hein, chez Audi en termes de finition, regardez ces sièges magnifiques gainés de cuir. Alors on n'a pas regardé hein, comme chez Tesla voilà des boutons automatiques pour ouvrir les portières, vous voyez que les rétroviseurs c'est plus du tout des rétroviseurs caméra hein, comme sur l'e-tron. Donc voilà finalement une ambiance assez classique même si l'ensemble je vous rassure respire la modernité. Bon par contre à l'arrière c'est un peu la déception, regardez il y a des plastiques durs partout, voilà même pas de mousse ici, enfin ouais c'est un petit peu la déception quand même. Audi se rattrape quand même avec des sièges hyper confortables avec des beaux appuis-têtes, vous voyez aussi ici voilà le petit accoudoir central qui est vraiment très sympa. Et puis bien sûr, ici la gestion de la climatisation et les petites prises USB. Alors une option qui est spécifique à Audi, c'est regarder les haut-parleurs Sonos. Et là franchement on a une immersion sonore, alors à condition évidemment d'avoir des bons fichiers. Mais là on a écouté de la musique pendant des milliers de kilomètres et c'est vrai que ça n'a rien à voir hein, quand vous avez un très très bon système sonore. Bon évidemment l'option est pas donnée. Bon Sylvia, comment tu trouves cette Audi, toi qui as conduit l'ID4 GTX? Déjà est-ce que les sièges sont plus confortables? Oui, les sièges sont plus confortables et ça c'est plus proche de la tête. Et la conduite c'est comment? C'est très fluide et c'est très agréable. Et mon petit kiff, si tu peux montrer, c'est ce bouton-là. Ah oui, c'est le bouton du passager ça. C'est pour régler le son, pour changer de piste, ça t'aime bien. Et alors petite différence avec l'ID4, regardez, on a un toit panoramique mais surtout il est ouvrant. Vous voyez il y a les deux petites rigoles ici qu'on n'avait pas sur l'ID4 GTX et ça c'est agréable l'été. Bon malheureusement Sylvia aujourd'hui c'est pas trop un temps à toit ouvrant. Alors par rapport à l'ID4, je trouve que l'Audi est beaucoup plus ergonomique. Déjà, regardez ici, on a tous nos boutons de fenêtre. Il n'y en a pas que deux pour économiser deux boutons comme sur l'ID4. Là, on retrouve vraiment toutes les commandes spécifiques à Audi pour le verrouillage, pour les rétroviseurs, pour les phares là-bas. Et puis surtout, regardez ici au niveau du volant, on a ici la petite palette pour la conduite semi-autonome. Ça, c'est vraiment plus pratique hein, que le tactile, je trouve. Bon là, les phares comme d'habitude. Et puis à droite, on a tout ce qui est essuie-glace. Et puis regardez, il y a des petites palettes juste derrière le volant. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est pour la récupération d'énergie. Donc c'est vraiment très sympa d'avoir mis ça. Et puis regardez ici, on croirait que c'est des boutons tactiles. En fait, voilà, ça clique, c'est des vrais boutons. Et ça, je trouve ça beaucoup mieux que sur l'ID4. Même si, regardez par exemple pour le son, je peux glisser juste vers le haut comme ça. Voilà, ça va fonctionner aussi. Donc c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous préférez cliquer, vous cliquez. Et si vous préférez évidemment faire du tactile, ça marche aussi. Alors sur l'ID4, j'aimais pas tout ce qui était conduite autonome, régulateur adaptatif en tactile. Là, c'est avec le petit Komodo. Et regardez ici, bon ça c'est du classique hein, dans le groupe Volkswagen pour l'activer ou en appuyant ici. Là, c'est pour régler la vitesse. Un petit coup vers le haut, ça règle un par un. Sinon là c'est 10 par 10 et puis ici pour régler la distance avec les véhicules qui vous précèdent, là on bascule sur le limiteur, donc il faut un petit moment pour le prendre en main mais c'est beaucoup plus ergonomique que le tactile de l'ID4 qui m'a pas du tout plu. Bon, la console centrale, alors regardez, il n'y a pas beaucoup de place, hein, même si c'est assez profond, j'ai pu mettre tous mes câbles, mais des fois il y avait des voitures qui avaient quand même un petit peu plus de place ici, même si on retrouve de la place dans les gobelets. Voilà, j'ai mis par exemple mes lunettes de soleil, donc ça c'est plutôt cool, mais il n'y a pas le double chargeur à induction comme chez Tesla, il y en a un, et puis regardez, voilà, on voit plus en fait l'écran du téléphone quand on vient le coincer ici, donc ça c'est un petit peu dommage, hein, il est vraiment le long là. Et puis alors là on retrouve encore un peu de place pour les vides-poches, et surtout on a les ports USB-C, donc deux ports USB-C, ça c'est très bien hein, pour la charge rapide par exemple. Après on passe à la console centrale.
central, donc vous voyez qu'il est tout piano black, mais malheureusement quand on met beaucoup les mains dessus, il y a beaucoup de traces de doigts. Moi je suis pas très fan de ce sélecteur de vitesse, vraiment je trouve pas très ergonomique, il vient pas facilement sur la main, en plus la coudoir est assez loin ici. Et puis regardez, on a ici le mode P, donc voilà, là on a le mode D et B en donnant un petit coup comme ça vers l'arrière, et puis la marche arrière vers l'avant. On a aussi un bouton start-stop, mais ça il n'est pas vraiment utile en fait, puisque la voiture démarre toute seule, hein. Vous n'avez pas vraiment besoin de l'utiliser, sauf si vous voulez vraiment explicitement l'arrêter. Ici on a le Drive Select pour sélectionner les modes de conduite, vous voyez, sport, voilà, confort, etc. On a aussi ici la désactivation de l'ESP, les warnings, ça c'est un raccourci pour les aides à la conduite, vous voyez ici, donc on peut désactiver rapidement les aides à la conduite si on en a envie. Là c'est un accès aux caméras quand il y en a, sur mon modèle vous vous rendez compte il n'y en a pas, hein, alors qu'on est quand même sur une version extrêmement chère. Et puis regardez, ça c'est très pratique pour le passager qui aime bien contrôler la musique, puisqu'il peut changer de piste, il peut aussi couper le son, il peut couper la radio, et surtout il peut, regarder, modifier le volume, voilà, simplement en tournant ici. Donc ça je trouve ça vraiment très bien pensé. Alors on commence par ce grand écran central qui est bien tourné vers le conducteur, qui est très agréable. Et là d'ailleurs je vous ai mis CarPlay, alors qui est disponible en Wi-Fi. Ça marche toujours aussi bien. Dans le groupe Volkswagen, ils savent vraiment faire. Et ce que j'aime bien sur ce modèle, contrairement à beaucoup d'autres, c'est que regardez ici, il y a tous les raccourcis en fait vers la voiture qui restent accessibles à gauche. Donc là voilà, il suffit de revenir ici à la Home et vous avez accès donc à CarPlay. Donc vraiment on a un tour de main. Regardez ici, on a même le petit volet là qui permet de régler rapidement le Wi-Fi, le son et tout, qui reste accessible aussi. Donc vraiment une très bonne ergonomie, d'autant que regardez, il est bien tourné vers le conducteur. Et il est d'une taille tout à fait raisonnable. Alors un petit mot sur la clim, vous voyez qu'ici on a des vrais boutons et ça c'est vraiment un atout par rapport à Tesla, par rapport à un ID4. C'est voilà, regardez, j'appuie ici, je peux régler mon siège chauffant, là je peux régler la synchronisation des températures, vous voyez ici les petites touches pour régler les températures, le flux d'air, enfin vraiment tout vient sous la main, surtout voilà, c'est des vrais boutons, donc on n'est pas obligé de regarder ce qu'on fait. Donc vraiment je trouve ça super qu'ils aient gardé ça, c'est un peu dommage de l'avoir que sur les modèles haut de gamme, mais bon c'est la tendance qui veut ça. On a ce menu recharge alors qui est pas très complet, regardez ici on peut régler uniquement le niveau de charge, donc j'ai pas trouvé ça forcément très utile, mais bon voilà, ça a le mérite d'exister. On a aussi l'assistant d'efficience qui permet voilà, de récupérer de l'énergie de façon automatique. Il ajuste un petit peu en fonction de votre conduite, mais là encore tout ce qui est automatique pour moi ça fonctionne pas très bien. Et puis dernier point, le mode range. Donc là quand on l'active, ça va désactiver la climatisation, ça va limiter la vitesse. Là c'est vraiment pour optimiser l'autonomie. Si vous êtes un petit peu juste, que vous devez faire un très grand trajet, vous pouvez le mettre, mais c'est vraiment en cas de dernier recours. Alors évidemment vous avez beaucoup d'aides à la conduite. Vous pouvez toutes les paramétrer ici dans ce petit menu. Voilà, alerte de survitesse, limiteur de vitesse prédictif, puisque cette voiture est capable de lire les panneaux, d'adapter la vitesse, évidemment tout ce qui est franchissement de ligne, distance de sécurité, Audi Presence, voilà, vous pouvez tout désactiver hein, si vous avez besoin, notamment l'avertisseur de changement de voie. Enfin moi j'ai tout laissé puisque évidemment finalement c'est de la sécurité, hein, c'est très rare, mais bon il peut y avoir des petites choses comme ça qui peuvent vous agacer au fil de l'eau. Donc là pareil, on retrouve un petit peu tout ça hein, dans le groupe Volkswagen. Il n'y a pas tellement de nouveautés spécifiques à ce modèle électrique. Alors je voulais aussi vous montrer dans les éclairages extérieurs, bon on a voilà les phares automatiques qui sont réglables, l'accès aussi au véhicule, vous savez, il vous met des petites lumières sur le sol, c'est assez stylé. Et puis regardez, on a de la signature lumineuse, ça c'est inédit chez Audi, puisqu'on peut régler en fait voilà la signature lumineuse des phares. On peut faire ça depuis qu'on a des LED hein, évidemment, mais c'est très sympa en termes de personnalisation. Alors on passe au menu réglage. Je voulais vous montrer aussi ici, on a la possibilité de mettre à jour, bon ça commence à faire un petit moment comme ça dans les voitures. Alors c'est pas des grosses mises à jour comme chez Tesla, hein, c'est un petit peu à l'ancienne, mais regardez, ça marche quand même en 4G. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi tout ce qui est mise à jour évidemment de cartes, et puis on peut réinitialiser les réglages d'usine. Alors toujours dans les réglages, je voulais vous montrer aussi au niveau de la navigation, regardez ici, on a le planificateur d'itinéraire donc qui prend en compte hein, les bornes électriques, et surtout on peut préciser même les membres partenaires voilà, du consortium voilà, e-tron Charging Service. Donc il y a tout un tas d'hôtels, il y a des bornes rapides aussi qui fonctionnent, ça se met en place petit à petit, mais c'est bien d'avoir cette option. Dommage que ce soit vraiment juste une option un petit peu cachée ici hein. Sur les véhicules électriques, on devrait pouvoir le choisir directement au niveau de la navigation. Alors toujours dans les réglages, je voulais vous montrer un petit peu les réglages qu'on avait, le paramétrage au niveau par exemple de l'afficheur tête haute. Vous voyez ici, on peut désactiver par exemple la réalité augmentée si ça vous agace. On peut aussi régler plus finement les contenus qui sont affichés. Voilà, la signalisation, limiteur de vitesse, tous les assistants d'efficience. Moi j'ai tout mis parce que je trouve que tout est utile, mais voilà, si ça vous fait trop encombrer à l'écran, vous pouvez choisir. Et puis vous pouvez régler bien sûr la luminosité, la hauteur aussi de vue, même la rotation. Donc c'est vraiment très complet, on peut vraiment bien le paramétrer cet afficheur tête haute.
Alors on a aussi tout ce qui est Virtual Cockpit, donc je dirais que ça c'est assez classique chez Audi, donc un Virtual Cockpit avec la cartographie derrière, que vous pouvez modifier avec le petit menu View, regardez ici, pour un affichage un peu simplifié avec les compteurs plus gros. Donc voilà, c'est plutôt, je trouve, pour des véhicules thermiques. Moi je suis pas forcément très fan. Vous pouvez aussi mettre le mode sport ici, donc là le mode sport c'est surtout avec des inserts rouges, hein, donc ça change pas grand chose non plus, c'est vraiment plus un skin qu'autre chose. En fait mon préféré c'est la version e-tron, regardez ici, puisqu'il vous rajoute en fait des réglages électriques, enfin des informations sur la partie électrique. Vous voyez qu'on voit bien le pourcentage de la batterie, on voit aussi la consommation moyenne, le kilométrage restant, voilà, le power, hein. Moi je trouve que c'est mieux qu'un simplement qu'un compte tour moteur, un faux compte tour. Et puis vous voyez la position centrale aussi de la carte. Vous pouvez aussi avoir un affichage simplifié avec, vous voyez, la direction à droite et puis sur le centre les informations principales. Donc ça c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs, c'est vraiment très personnalisable. Et regardez, il y a encore un niveau de personnalisation ici. On va pouvoir personnaliser par exemple le petit affichage qui est en haut à gauche ici. Donc on peut mettre par exemple consommation électrique, vitesse moyenne, vous voyez ici en haut à gauche, durée du trajet, distance parcourue. Vous pouvez mettre aussi la date. Moi j'ai mis la consommation électrique, je trouve que c'est le plus intéressant. Bon alors la cartographie c'est quand même un petit peu vieillot, hein. On est toujours voilà, dans l'ancienne école chez Audi. Donc vous voyez ici on peut faire une petite recherche, ça marche, alors ça marche très bien à la voix, hein, si vous voulez dicter l'adresse. Ça marche aussi ici, vous pouvez écrire, regardez, hop, M-A. Donc là on peut lui dicter par exemple voilà, Martigny, Marseille. Bon allez c'est parti, on va à Marseille les amis. Donc je lance la navigation, alors on va voir ce qu'il va me dire, est-ce qu'il est capable d'y aller. Donc on va le laisser un petit peu calculer, hein. C'est comme chez Tesla, il faut du temps pour qu'il s'aperçoive donc qu'il ne peut pas aller au bout. Voilà, il nous propose donc des bornes de recharge. Est-ce que vous voulez rechercher? Donc vous voyez ici, là il nous met qu'on va s'arrêter à Annecy dans un centre Porsche. Bon voilà, ça me fait un peu peur parce que c'est sûrement pas au bord de l'autoroute. Fresh Mile, Ionity, regardez ici si je clique, donc on voit la puissance quand même, c'est plutôt pas mal. Il vous dit le temps de charge, hein, 14 minutes, 39 minutes, 15 minutes, donc ça a l'air plutôt correct. C'est que des bornes rapides, vous voyez, 350 kW, donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire accepter et on va essayer comme ça d'aller à Marseille. Bon, vous voyez ici, c'est notre centre Porsche, donc qui est effectivement à Annecy, où il faut sortir de l'autoroute. C'est assez bizarre parce qu'il y a une station Ionity juste après Annecy qui nous a fait prendre ça. D'autant qu'ici, on sait pas trop si la prise sera disponible, etc. Donc moi, j'ai du mal quand même à me fier à ces planificateurs. J'ai toujours l'impression que c'est un petit peu mal calculé, que c'est un petit peu mal pensé. Même si ici, il faut bien reconnaître qu'il a privilégié quand même largement, hein, les bornes rapides le long de l'autoroute. Donc je dirais que globalement, ça doit passer. Mais moi, je préfère quand même toujours préparer mon itinéraire manuellement, puisque je sais aussi, je connais un petit peu mes stations, hein, Ionity au fil des parcours. Voilà, donc un système, je dirais quand même assez conservateur, hein, pour tous ceux qui connaissent Audi. C'est vraiment le système qu'on a depuis des années. Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Google Maps, il n'y a pas d'Android automotive, il n'y a pas voilà, de jeux vidéo pendant la charge. Donc je dirais qu'ils ont surtout adapté à l'électrique leur système prévu pour le thermique, ce qui fait une intégration un petit peu bizarre. On aimerait un écran plus grand, on aimerait voilà, pouvoir voir la carto vraiment en grand avec toutes les bornes de recharge, paramétrer ça assez facilement. Voilà, je dirais que l'ergonomie est correcte, mais vraiment on est toujours dans l'ancien monde chez Audi et il serait temps, hein, qu'ils se bougent un petit peu les fesses quand même. Bon, l'application mobile, bah écoutez, c'est la déception, c'est à peu près la même que l'ID4, c'est-à-dire qu'on peut préconditionner l'habitacle et on peut gérer à peu près la charge, mais franchement c'est ultra limité. Moi je m'attendais à une version un peu plus haut de gamme, hein, sur Audi. On paye quand même un blason ici et on n'a rien pour la gestion des ouvrants, pour voilà, j'en sais rien, la connectivité derrière, pouvoir l'ouvrir avec le Bluetooth ou même avoir des applications un peu plus complètes, hein, comme chez Mercedes, chez BMW qui sont largement au-dessus pour le coup. Donc je pense que ça va arriver, il faut le temps voilà, que le back-office chez Volkswagen évolue, mais d'avoir la même appli que l'ID4 sur une voiture qui vaut quasiment 2 fois le prix, c'est un petit peu abusé. Alors après plus de 2000 km à bord de ce Q4 e-tron, eh ben il est temps de conclure les amis. Et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une voiture qui est agréable, qui est très bien finie, qui est sans défaut majeur, qui possède quand même une bonne autonomie. Alors c'est vrai que sur la partie électrique, c'est un peu rageant de voir qu'on a exactement la même chose qu'un ID4 GTX qui coûte quand même beaucoup moins cher. Mais voilà, Audi se rattrape quand même en termes de finition, en termes d'ergonomie, en termes de plaisir de conduire. Il y a vraiment la patte Audi, c'est absolument indéniable. Et même dans l'utilisation de l'infodivertissement, du GPS, des commandes de clim, là aussi c'est beaucoup plus ergonomique. Moi la question que je me pose, c'est à ce niveau de prix, est-ce qu'il vaut mieux pas regarder par exemple chez Volvo du côté du XC40, hein, qu'on a testé sur la chaîne avec Android automotive, avec un moteur beaucoup plus puissant. Bah dites-moi dans les commentaires, hein, si vous choisiriez une Audi à tout prix. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. En attendant, bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles et nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao.